Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On papote spécial baby. Aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous de bébé, de grossesse, de maternité. Je me rends compte qu'il y a énormément de gens, de jeunes femmes notamment, qui se demandent comment ça se passe réellement la grossesse et qui se posent plein de questions, qui vont pas forcément chercher les réponses sur internet, mais voilà, juste ils aimeraient savoir vraiment comment ça se passe. Et je me suis dit, bah go, alors on va en parler. C'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, depuis le temps tu le sais, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions sur le déroulement de la grossesse, sur la maternité. Alors pour l'instant en termes de maternité je m'y connais pas trop, mais on va tenter. Sur les babies, alors c'est parti. Ah, une grande question qui traverse tous les esprits je pense quand on attend un bébé. Je suis dans mon premier trimestre de grossesse et j'ai pas mal d'angoisse qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Est-ce que tu as des conseils? Alors ma Gertrude, j'ai pas tant de conseils parce que comme toi je suis passée par le premier trimestre et d'ailleurs je vais te dire une bonne chose, je suis actuellement dans mon 7e mois là, donc dans mon 3e trimestre, que ce soit au premier, au 2e ou au 3e, je pense qu'en fait on s'inquiète toujours qu'il arrive quelque chose à notre bébé. Si jamais t'as déjà regardé mes autres vidéos sur la grossesse, tu dois connaître cette anecdote, mais au tout début de ma grossesse et au tout début de la grossesse de n'importe qui, tu sais, on fait la fameuse prise de sang pour savoir si on a déjà eu la toxoplasmose, qui est une maladie au passage qu'il faut surtout pas choper en gros quand t'es enceinte parce que sinon ton bébé peut avoir des malformations, même devenir aveugle et tout, bref c'est chiant. Et il se trouve que donc je devais être à 6 ou 7 semaines, donc vraiment au tout début, le laboratoire m'appelle 2 heures après et me dit bon bah madame, on pense que vous avez la toxoplasmose, on pense que vous l'avez chopée en étant enceinte, donc c'est-à-dire il y a vraiment pas longtemps, pas de peau quand même, faut savoir qu'il y a des gens qui ne chopent pas la toxoplasmose de leur vie. Et on a énormément flippé avec mon mec évidemment parce que bah même si d'une manière générale, même si tu chopes la toxoplasmose en étant enceinte, les pourcentages de répercussions sur le bébé sont quand même assez faibles. On a commencé évidemment à flipper de fou parce que même si ça fait juste 6 semaines que t'es enceinte, donc à peu près 4 semaines que tu le sais, bah t'es déjà attaché à l'idée d'avoir un bébé. Et quel que soit le flip, en fait j'ai vraiment l'impression que quelle que soit la grossesse, il y a toujours un moment ou des moments où on flippe pour telle ou telle raison, et quand on a de la chance, et d'ailleurs 9 fois sur 10 c'est le cas, pour rien. J'ai tellement de copines qui m'ont raconté oh là là mais moi pendant ma grossesse on avait flippé sur ça, nous on avait flippé sur ça et puis en final ça s'était bien terminé et tout. Donc le conseil que je peux te donner ma Gertrude, c'est le conseil que je me suis appliqué à moi-même, notamment lorsque j'attendais les résultats complémentaires pour savoir si j'avais actuellement la toxoplasmose ou si je venais de l'avoir et que c'était terminé. Heureusement d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'avais eu quelques mois plus tôt et j'étais en train de redescendre dans mes anticorps, donc RAS, tout allait bien. Avec Baës, ce qu'on s'est dit, c'est que tant que la mauvaise nouvelle n'est pas tombée, on va penser positif et on va juste se dire que pour l'instant, tout va bien. On a essayé de penser positif au maximum. De toute façon, d'une manière générale, je suis assez convaincue que dans la vie, être positif, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, mon conseil à moi c'est pense positif, dis-toi que en réalité y a pas vraiment de raison qu'il se passe quoi que ce soit pour ton bébé. Si t'as une bonne hygiène de vie, que tu te reposes, que t'évites l'alcool, le tabac, les drogues et toutes ces conneries, et que tu te fais bien suivre médicalement parlant, tout va bien se passer, y a aucune raison que ça se passe mal. Donc pense positif, apaise-toi, discute-en aussi avec ton mec, discute-en avec tes copines, mais discute-en avec des personnes qui vont t'apaiser, surtout pas avec des personnes qui vont te stresser et te raconter leurs anecdotes terribles parce que t'as pas besoin de ça en ce moment. Et oui, les travaux sont là, ça me gave. Comment se mettre d'accord sur un prénom avec son ou sa partenaire? Mon dieu, est-ce que j'arrête de tourner pour ces travaux ou pas? Parce que c'est trop relou. Allez, je continue et si ça insiste trop, j'arrêterai. Alors, sachez que, pour la petite anecdote, nous au départ on pensait que c'était une fille et donc quand on a cherché un prénom de fille, ça a été la guerre avec mon mec. Vraiment, on n'était pas d'accord, on avait vachement de mal à se mettre d'accord et comme par hasard, quand on a su que c'était un garçon, on avait vraiment 2 ou 3 prénoms dans notre shortlist et ça s'est fait comme ça et on est vraiment tombé d'accord tout de suite. Donc suspense, vous saurez sans doute son prénom au moment de l'accouchement, enfin après. Nous, ce qu'on a fait du coup, c'est que chacun de notre côté, on a écrit une petite shortlist des prénoms qu'on aimait bien, on les a mis en commun et puis on a laissé macérer tout ça et puis à force d'en discuter, en fait c'était pas en une seule conversation que ça s'est fait, c'était vraiment en plusieurs conversations en se disant bon bah ok on aime bien ça, on aime bien ça, on aime bien ça, toi est-ce que t'aimes bien ce prénom là? Ah bah ouais j'avoue je l'avais pas mis sur ma shortlist mais c'est pas mal, je vais y réfléchir etc. Tu laisses macérer tout ça et puis après au bout d'un moment bon bah j'ai un peu l'impression que le choix s'impose à toi, enfin moi en tout cas c'est un peu comme ça que ça s'est passé, nous je veux dire on l'a vraiment choisi ensemble, en plus c'était hyper important pour nous, donc voilà, après il y a pas de bonne façon de faire, mais si je peux te donner un conseil, allez voir des listes de prénoms. Tu sais, il y a des listes avec 500 prénoms. Moi, j'en ai trouvé une sur une appli de grossesse qui permettait de mettre un petit cœur à côté de chaque prénom que j'aimais bien. Et je te dis, après, on a mis en commun et il se trouve que, bah, on est tombé d'accord. Mais bon courage parce que c'est vraiment pas une mince affaire. Question très intéressante, comment bien choisir sa maternité? Alors, sache que, notamment quand tu habites dans une grande ville, par exemple, moi j'habite à Paris, on te suggère de choisir ta maternité très très tôt, en fait. Moi, j'étais même pas à 2 mois de grossesse qu'on m'a dit faut vous inscrire à madame, parce que y a pas le temps, hein. Et je me suis dit, waouh,
C'est quoi ce délire? Alors j'ai des copines qui m'ont raconté que elles ont vraiment fait des recherches hyper approfondies par rapport à leur maternité. Elles ont regardé les statistiques par rapport à l'épisiotomie. Donc tu sais, l'épisiotomie c'est quand on te coupe la touche en haut pour laisser passer le bébé. Donc elles ne voulaient pas ça, donc elles regardaient le taux de statistiques d'épisiotomie le plus bas possible. Il y en a d'autres qui regardaient les statistiques par rapport à la césarienne. Pareil, elles voulaient pas de césarienne, donc elles regardaient les taux les plus bas, etc. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai choisi mes complètement au pif. Je pense que le critère de la proximité par rapport à chez toi est important. Moi encore une fois j'habite à Paris, donc des maternités je peux te dire qu'il y en a. Bizarrement j'ai pas pris la plus proche de chez moi. En fait je suis vraiment allée au pif, j'ai regardé sur internet, j'ai vu des avis positifs et je me suis dit ok je vais prendre cette maternité là. Dans tous les cas je pense que quelle que soit la maternité que tu choisisses, tu sais il y a aussi d'autres critères, par exemple il va y avoir cette histoire de chambre double ou pas, est-ce qu'on prend un hôpital ou est-ce qu'on prend une clinique, etc. Tout ça ça dépend de toi, de ta sensibilité. Moi je sais que d'une manière générale j'ai tendance à être très craintive par rapport aux gens. Moi ce qui m'inquiète surtout c'est que les gens soient pas gentils. J'ai peur que les gens soient pas bienveillants, j'ai peur de subir des violences gynécologiques, etc. Et je me suis simplement dit, quel que soit l'établissement où je vais, ce sera juste une question de chance. Soit tu tombes sur des bonnes personnes, soit tu tombes sur des mauvaises personnes. Toujours est-il que, du coup, depuis que je suis inscrite à la maternité, j'ai rendez-vous là-bas tous les mois pour les prises de sang, les suivis de maternité en fait, tout simplement. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que cette sage-femme avec qui j'ai rendez-vous tous les mois, déjà j'étais très surprise que ce soit toujours la même, très agréablement surprise, parce que du coup, l'air de rien, ça crée un peu un lien. Et je me suis rendu compte vraiment que cette sage-femme qui me suit était tellement gentille, tellement chaleureuse, mais tu sais, pas fake, genre elle était vraiment présente pour moi. Alors bien sûr elle est souvent très pressée, donc quand je dois lui poser des questions je suis un peu en mode ah attendez j'ai quand même 2-3 questions à vous poser, mais elle est gentille, elle est présente, elle me paraît sincère. Et en fait le fait d'avoir eu cet échange avec cette sage-femme plusieurs fois, de la retrouver plusieurs fois, bon déjà évidemment je croise les doigts pour qu'elle soit là le jour et le moment où j'accouche, mais surtout je pense quand même que les services de maternité c'est d'une manière générale, hein, on peut pas non plus généraliser tout, mais j'ai le sentiment que ce sont des gens qui sont assez bienveillants, assez chaleureux, et il faut leur faire confiance en fait. Donc encore une fois, tu as plein de critères sur lesquels choisir ta maternité. La proximité, vraiment, parce que pour le coup moi j'ai fait entre guillemets l'erreur de choisir une maternité assez loin de chez moi, je mets 1 heure en transport en commun pour y aller. Comme je dois y aller tous les mois, c'est relou. Mais voilà, en fonction, je te dis, des statistiques par rapport à l'épisiotomie, par rapport aux césariennes, en fonction aussi du niveau de maternité, tu sais, il y a des niveaux 1, 2 et 3, en fonction des soins qu'ils peuvent administrer à ton bébé, notamment si tu as des risques d'accoucher prématurément ou si ton bébé a l'air d'avoir des problèmes, etc. Tu vas prendre une maternité de niveau supérieur, parce que comme ça au moins s'il se passe quoi que ce soit pour ton bébé, tu peux rester sur place et toute l'équipe soignante est déjà présente. Donc voilà, tu choisis en fonction de tout ça, mais dans tous les cas, si tu as une grossesse à peu près classique où il se passe pas grand chose, où il n'y a pas trop de risques, no stress, tout va bien se passer. C'est marrant, c'est une question que vous me posez énormément. Comment vas-tu élever ton enfant dans la société actuelle avec les réseaux sociaux de plus en plus présents? Alors, c'est une question qu'on me pose énormément et à laquelle en réalité je pense que je n'ai pas tout à fait la réponse encore, parce que même si j'ai 2 petits frères que j'ai beaucoup gardés, donc finalement j'ai participé à leur éducation, je n'étais pas leur maman, et l'air de rien, bah ça va être mes premiers pas dans la maternité. Donc dans un premier temps, de toute façon ton bébé il est juste pas exposé aux réseaux sociaux. J'ai quoi qu'il arrive l'idée très précise selon laquelle je ne montrerai pas mon bébé sur les réseaux sociaux, en tout cas pas son visage. Après c'est bien facile à dire, une fois qu'il est là le bébé, bah peut-être qu'on a envie de le montrer au monde entier, j'en sais rien. Je pars quand même du principe que, et cette idée m'est très personnelle, mais pour moi l'identité de ton bébé n'a pas à être dévoilée les premières années de sa vie, tout simplement parce que peut-être que ton bébé il a juste pas envie d'être sur les réseaux sociaux quoi. Alors d'une manière générale les gens s'en foutent un peu, mais voilà, peut-être que mon bébé fera partie des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas envie d'y être, et peut-être qu'il aura juste pas envie que des centaines de milliers de gens, puisque c'est le nombre de gens qui me suivent, aient pris des captures d'écran de lui quand il était bébé. Donc comment je vais éduquer mon enfant par rapport à ça? Je pense que je vais bien le sensibiliser par rapport à la dangerosité des réseaux sociaux, parce que pour moi vraiment les réseaux sociaux c'est le mal, hein. J'ai beau jeu de dire une chose pareille parce que j'en ai fait mon métier, mais je m'en sers quand même dans un but d'éducation et d'aide, plus que pour montrer à quel point je suis trop bonne et je suis trop jolie. D'ailleurs en ce moment on peut pas vraiment dire que je sois bonne. Bref, donc écoute, c'est quelque chose que je verrai au fur et à mesure dans tous les cas. Je suis très sensible à la question, tu sais, de bien éduquer ses enfants, que ce soit un garçon ou une fille de la même façon, d'éduquer ses enfants au risque et à la dangerosité encore une fois des réseaux sociaux, de la société, des autres, enfin bref. De toute façon je verrai bien, forcément je ferai des erreurs en tant que mère, parce qu'aucun parent n'est parfait, par définition nous sommes humains, mais quoi qu'il arrive je ferai évidemment de mon mieux. Quelles sont tes valeurs dans l'éducation? C'est marrant, je pensais vraiment qu'on allait faire un on papote sur la maternité, mais plutôt sur le fait d'être enceinte. En fait, vous me parlez tous et toutes d'éducation. Mes valeurs dans l'éducation, encore une fois, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui lisent vachement de choses, qui se prennent vachement la tête par rapport à tout ça. Moi, j'ai simplement en tête pour l'instant de me dire que je vais traiter mon bébé comme quelqu'un que j'aime, c'est-à-dire avec respect, avec tolérance, avec bienveillance. Je vais essayer au maximum de le laisser s'exprimer pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir et pas ce que je veux qu'il devienne. Maintenant, encore une fois, tellement plus facile à dire
dire qu'à faire. En réalité, je me prends pas trop la tête parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre au jour le jour. Je suis très sensible aux émotions, donc je pense que potentiellement j'y prêterai une attention toute particulière à expliquer les émotions à l'enfant, comment lui apprendre à exprimer ses émotions, parce que ça c'est très difficile et c'est très complexe, surtout notamment pour un enfant. Mais au-delà de ça, honnêtement, j'avoue, j'y réfléchis pas trop parce que je suis assez convaincue que c'est quelque chose qui se fait au jour le jour. C'est un apprentissage qui évolue chaque jour, que ce soit pour les parents ou pour l'enfant. Donc pour l'instant, non, je peux pas trop me prononcer. Ah, la grande question. À quel point c'est éprouvant physiquement d'être enceinte? Alors ma Gertrude, j'ai pas envie de te faire peur parce que, en tout cas pour moi, évidemment, hein, chaque grossesse est différente, part bien de ce principe-là. Pour moi, physiquement, je peux pas te dire que ce soit éprouvant. Je suis assez active, je marche beaucoup, je fais du sport 3 fois par semaine. Pour la petite histoire, je fais de l'elliptique très doucement, mais juste voilà, j'en fais une demi-heure 3 fois par semaine, ou 2 fois si j'ai pas le temps. Mais j'ai choisi de me mettre d'ailleurs au sport en étant enceinte parce que justement, c'était évidemment pas pour maigrir, hein, surtout pas, mais juste je voulais rester en forme, je voulais un petit peu travailler mon cardio de façon très douce et garder mes muscles en éveil. Donc je fais ça 3 fois par semaine, je promène évidemment mon chien plusieurs heures par jour, et l'air de rien, bah ça fait une petite trotte hein, de promener un gros chien plusieurs heures par jour. Donc je pense que j'ai une hygiène de vie qu'on peut dire exemplaire en tant que femme enceinte, en toute modestie. Je ne fume pas, je ne bois pas. Bon, peut-être que je mange un peu trop de sucreries, j'avoue, je pète un peu un plomb sur le sucre depuis que je suis enceinte, mais au-delà de ça, je marche beaucoup, je fais du sport, etc. Je dors un maximum. Donc pour moi, physiquement, je peux pas te dire que ce soit ultra éprouvant. C'est fatigant, ça, c'est clair. Le premier trimestre, t'es éclaté, et tout le monde me disait ah le deuxième trimestre tu vas voir c'est le regain d'énergie et tout. Que nenni pour moi en tout cas. J'ai eu effectivement 1 mois et demi, 2 mois où ça allait mieux, et puis à partir du 5e, 6e mois, j'ai recommencé à être hyper fatiguée. Et là c'est ce que je disais en story d'ailleurs sur Instagram tout à l'heure, c'est marrant. Je me rends compte que le matin, en gros jusqu'à 15h ça va, mais surtout le matin j'ai une pêche d'enfer. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne mes vidéos le matin. Et à partir de 15h, là c'est le coup de barre et je suis capable de rester dans mon lit, mais genre jusqu'au lendemain en fait. Donc par rapport à la fatigue, c'est assez éprouvant. Moi ce qui est difficile pour moi en toute honnêteté, et ça me coûte un peu de le dire parce que c'est assez intime, c'est les variations de morale. Il m'arrive parfois pendant plusieurs jours d'affilée d'avoir le moral à Z, et ça c'est vraiment très compliqué. Parce que en réalité, bah tu sais, ton corps change. Moi je suis très sensible à ces changements de mon corps. J'ai trop le seum de voir que je grossis à ce point, je le vis hyper mal. C'est même pas le fait d'avoir un gros ventre, parce que bon bah il y a un bébé dans le ventre. Ce qui me fout le seum, c'est d'avoir les joues qui grossissent, c'est de voir mes cuisses qui commencent à se toucher quand je marche et tout. Ça j'avoue, ça me fout trop les boules. Je peux pas te dire que physiquement ce soit éprouvant, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Je le vis mal. Je le vis mal de grossir parce que toutes ces injonctions, tu sais, qu'on fait aux femmes de surtout rester mince et tout, bah moi elles sont bien inscrites dans ma tête, et du coup bah forcément ton corps il stocke quand t'es enceinte. C'est normal hein d'ailleurs, et j'ai beau me le répéter, je le vis mal. Je peux pas te dire que je me sens moche parce que je me sens pas moche. J'ai de la chance par rapport à ça, j'ai toujours été assez en accord avec mon physique, je me trouve assez jolie, cool, mais je vis trop mal, je te dis, d'avoir ces joues qui grossissent et tout, donc ça c'est pas ouf. Et encore une fois, ces variations de morale ou parfois pendant plusieurs jours d'affilée, mais j'ai juste trop le seum, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de voir personne, j'ai pas envie d'être en groupe. Si je vois du monde, vraiment c'est même pas en tout petit comité, c'est en face à face. Donc soit je suis juste avec mon mec, soit je suis juste avec une copine, mais les repas de groupe et tout, pour moi ça devient l'enfer parce que c'est fatigant, parce que c'est éprouvant. Donc voilà, si je devais dire comment moi je vis ma grossesse sur les côtés négatifs, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde évidemment, c'est pas physiquement, parce qu'encore une fois la fatigue physique, non, je peux pas te dire que moi elle m'accable. Je suis partie en week-end à Amsterdam avec des potes il y a 3 semaines, j'ai marché plus de 10 km dans une journée et honnêtement ça allait, alors que j'étais à 6 mois de grossesse. En revanche ouais, c'est plutôt dans la tête, c'est plutôt dans la tête le fait de voir changer son corps, de se voir grossir hein, soyons honnêtes, et ces baisses de morale où en fait t'es tellement fatigué émotionnellement hein, j'entends, que t'as envie de rien faire, que t'as l'énergie à rien, et ça pour moi c'est vraiment ça le plus dur. Et c'est ce qui me fait d'ailleurs vraiment redouter le postpartum. Tu sais, le postpartum c'est la période après l'accouchement, donc t'as toujours une chute d'hormones, ce qu'on appelle le baby blues, qui est tout à fait normal, qui dure quelques jours, mais il existe la fameuse et grande dépression postpartum, et moi je sais que je suis très sensible. Par exemple quand j'ai mes règles, j'ai tendance à avoir le moral bien à Z et tout, et je me dis mon dieu, si je me tape la dépression postpartum ça va être quelque chose. Donc voilà, je redoute vraiment ce moment là, j'espère que tout va aller bien pour moi, je croise les doigts, et je ne manquerai pas de vous raconter comment je me sens à ce moment là, mais dans tous les cas, pour moi le plus éprouvant c'est ça, c'est le moral, la fatigue intellectuelle et émotionnelle, bien au-delà de la fatigue physique. Que penses-tu de la péridurale? Est-ce que tu as des projets pour ton accouchement? Alors si jamais tu sais pas ce que c'est la péridurale c'est la piqûre magique qui fait que t'as beaucoup moins mal, voire pas mal du tout au moment de l'accouchement. Merveilleux. Qu'est-ce que j'en pense de la péridurale? Bah je pense que c'est génial, c'est une super invention, mais je pense aussi que chacune fait ce qu'elle veut de son corps et de son accouchement. Pour l'instant non, moi je n'ai pas de projet d'accouchement, mon projet est ultra classique parce que j'ai pas encore suivi les cours de préparation à l'accouchement dans lesquels on te détaille un petit peu quelles sont tes options. Moi pour l'instant j'ai juste prévu d'accoucher tranquillement à l'hôpital avec la péridurale, parce que non, je
n'ai pas envie de souffrir et je m'en fous un peu de sentir mon bébé passer. Moi ce qui m'importe c'est qu'il soit là et en bonne santé et de pas avoir trop mal. Donc qu'est-ce que je pense de la péridurale? Je pense que c'est merveilleux, je pense que c'est une très bonne invention. Qu'est-ce que je pense des femmes qui choisissent de ne pas prendre la péridurale? Je pense qu'elles font bien ce qu'elles veulent et que si ça leur fait plaisir, grand bien leur fasse. Je pense vraiment qu'il faut laisser chacune faire ce qu'il ou elle veut. Le moment de l'accouchement c'est déjà un moment tellement délicat. Bon, il s'agit quand même d'un tremblement de terre dans ton corps, tu vois, donc il faut se laisser tranquille. Personne n'a de jugement à apporter sur les choix de qui que ce soit. Mais voilà, en tout cas, puisque tu voulais mon avis, je pense que c'est une super invention. Je pense que chacune fait ce qu'il veut et je pense qu'il faut se foutre la paix surtout à ce moment-là. Et pour répondre à ta question, du coup, non, je n'ai pas encore de projet particulièrement d'accouchement. Je pense que je vais rester du côté très classique, encore une fois, sur la table d'accouchement avec ma petite péridurale au calmito, avec Baé qui me tient la main. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Y a-t-il des compléments ou vitamines spécifiques à prendre pendant une grossesse? Alors, ma Gertrude, mon gynéco m'avait prescrit le premier trimestre de ma grossesse de l'acide folique qui apparemment est très important, notamment pour le développement du cerveau du bébé pendant le premier trimestre. Apparemment, il serait même conseillé de commencer à en prendre avant de tomber enceinte. Moi, je t'avoue que c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, mon acide folique, je l'ai pris, mais un peu en dents de scie. Passé le premier trimestre, moi, on m'a rien donné, en tout cas. Et là, suite à une prise de sang récemment, on s'est rendu compte que je commençais à faire de l'anémie, c'est-à-dire que je manquais de fer. Et du coup, j'avais de l'électricité dans les jambes quand je commençais à dormir. Oh, mais alors ça c'était terrible. Tu sais, pile au moment où tu t'endors, t'as tes jambes qui font ah, quel enfer, c'est trop chiant. Et alors merveilleux, parce qu'on m'avait dit ah mais faut prendre du magnésium, c'est à cause du magnésium, gna gna gna. Que nenni. Depuis que j'ai mon complément en fer et du coup ils m'ont represcrit de l'acide folique à prendre tous les jours, je n'ai plus cette histoire d'électricité dans les jambes. On appelle ça aussi des impatiences. Donc voilà, on m'a prescrit ça. Maintenant il n'y a pas de choses qu'il faille prendre. C'est toujours sur avis médical. Moi honnêtement je suis plutôt du style à penser que le moins de médoc on me prescrit, le mieux c'est. Bon après des compléments alimentaires en fer, tu vois, ça va, je vais pas non plus m'insurger. D'ailleurs je les prends religieusement parce que ça m'empêche d'avoir de l'électricité dans les jambes, mais encore une fois à part l'acide folique, mais toujours pareil sur décision d'un médecin, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à prendre en particulier. Moi encore une fois je suis team naturel, hein. Prendre le moins de choses, moins de médicaments possible, c'est toujours mon avis, je penche toujours de ce côté là. Après bien entendu chacune fait ce qu'il ou elle veut de son corps. Comment appréhendes-tu l'accouchement? Vas-tu suivre des cours de préparation à la grossesse? Alors c'est marrant parce que toute ma vie j'ai eu très peur d'accoucher. Toute ma vie je me suis dit oh là là je veux des enfants mais j'ai trop peur de passer à l'accouchement, mais comment ça va se passer et tout. Et bizarrement, je suis ultra sereine pour l'instant, hein. Mais bon, je suis quand même à 2 mois et demi de l'accouchement, regarde rien, ça fait trop bizarre de dire ça. Je suis ultra sereine par rapport à l'accouchement. Donc écoute, pour l'instant, comment je l'appréhende? Bah très bien. Je t'avoue même que j'ai plutôt hâte parce que c'est vrai que bon, avec ce gros bide là, c'est un peu relou de se mouvoir, n'est-ce pas? Notamment le soir, encore une fois, comme je vous expliquais, moi le soir je suis particulièrement fatiguée, j'ai le ventre qui durcit et on peut pas bien se bouger dans le lit, c'est trop chiant. Donc j'ai vraiment hâte en fait de ce jour de délivrance. Et pour répondre à ta question sur est-ce que je vais suivre des cours de préparation à l'accouchement ou pas, ma réponse est oui. J'ai même presque envie de te rajouter bien évidemment, tout simplement parce que c'est ma première grossesse, je n'y connais rien et j'ai très envie qu'on m'éduque en fait sur le sujet parce que je n'y connais rien. Et même si je lis des bouquins, je vais beaucoup sur internet, je lis beaucoup d'articles, etc. Les cours de préparation à l'accouchement, en tout cas ceux que moi je vais suivre, ça consiste en un cours collectif de 3 ou 4 mamans ou futures mamans du coup, avec une sage-femme ou un sage-femme qui te fait un petit peu la classe pendant 4 fois 2 heures. Et donc si vous voulez je vous raconterai comment ça se passe. Pour l'instant je les ai pas encore suivis, mais pendant 4 fois 2 heures, le ou la sage-femme t'explique un petit peu comment va se passer l'accouchement, te donne des exercices de respiration à suivre, t'explique comment fonctionne la péridurale, t'explique toutes les façons possibles et inimaginables d'accoucher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle ensuite de projet d'accouchement. Apparemment il y a un moment où tu visionnes une vidéo d'accouchement, alors bon ça j'ai pas ultra hâte parce que au-delà de pas être très glamour, je pense que c'est un peu stressant, mais bon il faut quand même aussi se préparer à la réalité. Il est fortement conseillé que le futur papa ou la future co-maman accompagne la future maman pour justement lui ou elle aussi s'éduquer et puis surtout pour pouvoir accompagner la future maman au moment du travail. Donc oui, je vais suivre ces cours-là. Déjà parce que ça m'intéresse, ensuite parce que je sens que j'ai quand même pas mal de lacunes sur le sujet, et puis je vous raconterai si vous voulez. SOS, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Alors la toxoplasmose, du coup j'en parlais juste avant, c'est une des maladies qu'il faut surtout pas choper quand on est enceinte parce que ça risque d'avoir des répercussions sur le bébé comme je disais. Il y a aussi avec ça la salmonellose qu'on va choper dans tous les poissons crus, et un autre délire aussi qu'on va choper dans le lait cru et tous les fromages au lait cru, et aussi un autre délire avec les œufs crus, bref tout ce qui est cru en fait c'est non. Et la toxoplasmose du coup tu le chopes avec les légumes ou les fruits qui auraient été mal lavés ou dans la viande qui serait crue. D'où l'intérêt de tout bouffer complètement carbonisé quand tu es enceinte. Alors ma Gertrude, si t'as pas eu la toxoplasmose c'est pas grave, c'est juste que ça va être un peu plus relou de faire attention à ce que tu manges quand tu es enceinte, et surtout contrairement à celles qui sont immunisées contre la toxoplasmose, tu vas devoir faire une prise
prises de sang tous les mois pour vérifier que tu ne contractes pas justement la toxoplasmose pendant ta grossesse. Mais ça s'arrête là. Alors forcément, si comme moi tu détestes les prises de sang, bon bah c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas très grave. Et d'ailleurs, je vais te dire une bonne chose, moi je suis immunisée contre la toxoplasmose, mais je n'ai pas été immunisée contre la putain de prise de sang tous les mois, parce que figure-toi que mon bébé n'ayant pas le même groupe sanguin que moi, il me faisait des prises de sang tous les mois pour bien vérifier que en gros mon corps ne s'attaquait pas au corps de mon bébé, parce que comme on n'avait pas le même groupe sanguin, mon corps aurait pu identifier celui de mon bébé comme un corps étranger, bon ce qui est le cas hein, de toute façon, mais du coup essayer de le tuer, ce qui est clairement pas le but. Donc ils m'ont bien fait une prise de sang tous les mois pour bien vérifier ça. Et lorsque tu es dans mon cas, c'est-à-dire que tu n'as pas le même groupe sanguin que ton bébé, au 6e mois on te fait une injection de Rofilac. Et d'ailleurs je ne savais pas, mais on te l'a fait dans les fesses. J'étais très surprise. Moi je pensais qu'on allait me faire l'injection dans le bras, tu sais. Et donc j'arrive, je dis bon bah voilà, je vous préviens, j'aime pas trop les piqûres. La dernière fois qu'on m'a fait une injection, j'ai eu mal au bras. Et là les deux infirmières elles me regardent, elles me font ah mais c'est pas dans les bras, c'est dans les fesses. Vous saviez pas? Et j'ai fait ah bon bah d'accord. Et du coup bah finalement c'est pas plus mal, c'est très désagréable hein, une injection. Tu sais à la limite la prise de sang, bon bah on te prend du sang mais tu as rien à faire. L'injection, tu sens le liquide qui rentre dans ton corps et c'est pas naturel du tout, c'est très désagréable. Bref, ça fait pas trop mal mais c'est désagréable. Donc voilà, te stresse pas ma Gertrude hein, t'as pas eu la toxo, t'as pas eu la toxo. Va falloir faire attention aux chats, à la viande crue, aux fruits et légumes pas bien nettoyés et puis ça va bien se passer hein, c'est 9 mois, c'est ultra chiant mais c'est 9 mois, t'inquiète pas, tout va bien aller. C'est quoi le truc qui te manque le plus pendant la grossesse? Alors j'allais répondre du tac au tac, la picole. Vous allez tous penser que je suis une alcoolique, mais non, en réalité j'apprécie vraiment de boire du vin, que ce soit avec des amis ou que ce soit pendant les repas, j'aime vraiment ça, je trouve ça très bon. Et c'est pas du tout pour se foutre des caisses parce que je suis pas du tout de ce genre là, mais putain ça me manque de picoler, vraiment. Ça me manque de boire du vin, que ce soit pour les repas ou que ce soit en société, parce que je trouve que l'alcool finalement c'est quelque chose de très convivial et ça fait partie des choses qui me manquent le plus pendant la grossesse au niveau alimentaire on va dire. Maintenant sur le reste, ce qui me manque le plus pendant la grossesse, c'est simplement de pouvoir me mouvoir de la façon dont je veux et surtout dans le lit. C'est vraiment ça le plus chiant je pense. Tout à l'heure on me posait la question qu'est-ce qui est le plus éprouvant physiquement pendant la grossesse. Je pense que c'est ça, en tout cas pour l'instant pour moi, c'est le fait de quand t'es allongé dans ton lit, vraiment si tu veux changer de position, t'as le sentiment d'être une énorme baleine quoi. Et ça c'est super relou. Mais voilà, je dirais l'alcool et le fait de pouvoir me mouvoir comme j'en ai envie, c'est ça qui me manque le plus pendant la grossesse. Est-ce que toi et ton mec vous êtes sentis obligés de lire beaucoup sur l'éducation? Est-ce qu'il y a une différence entre vous par rapport à ça? Alors moi je me sens jamais obligée de rien, donc comme ça s'arrête là. Mais bien sûr j'ai eu envie pour le coup de lire sur l'éducation, j'ai acheté plein de bouquins sur l'éducation, je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Et bizarrement j'ai commencé à lire quelques pages d'un des bouquins de Isabelle Filiosa, qui était pas mal du tout d'ailleurs. J'ai commencé à lire le Laurence Pernou, qui apparemment est un peu la bible de la femme enceinte, que j'ai trouvé absolument ridicule, bourré de préjugés sexistes, vraiment ça m'a pas plu du tout. Je te conseille pas du tout ce bouquin. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce que racontait Isabelle Filiosa. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas lu ces bouquins en entier et j'avoue j'en ai même pas très envie parce qu'en fait je me rends compte quand même que même si certains de ces bouquins sont très bien écrits avec bienveillance, tolérance, etc., ça te met quand même des injonctions dans la tête et bien entendu il est important et intéressant je pense hein, de se renseigner sur l'éducation, etc. Mais j'ai quand même envie pour moi en tant que future maman de faire mes expériences et de me laisser surprendre par mon enfant et par moi et par mon mec et par nos envies et par l'harmonie qu'on va former tous les 3. Donc j'ai acheté ces bouquins là, sans doute que j'y mettrai le nez un peu plus tard quand mon bébé sera là, peut-être hein, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant en fait j'ai un peu envie de me protéger de tous ces trucs là, de toutes ces injonctions, de tous ces conseils tu sais qu'on ne demande pas et qu'on te donne quand même, pour moi faire mon petit bonhomme de chemin, faire mes petites expériences avec mon bébé et avec mon mec et qu'on apprenne à être parent en toute sérénité, en toute tranquillité, en éloignant au maximum toutes les culpabilisations possibles et inimaginables parce que elles sont vraiment très nombreuses, notamment quand on devient futur parent finalement. Donc voilà, non je me suis pas sentie obligée, j'ai quand même les bouquins sous la main au cas où j'en aurais besoin, mais je me les garde pour plus tard. Tiens, c'est très intéressant en parlant justement des conseils non sollicités. Comment fais-tu la part des choses entre vrais conseils et conseils de croyances infondées? Eh ben, ma Gertrude, c'est très simple. Je pense que nous sommes tous et toutes dotés d'une chose merveilleuse qui s'appelle le sens critique. Comme je vous disais, évidemment, c'est mon premier enfant, donc je n'ai pas encore vraiment d'expérience concernant l'éducation. Malgré tout, j'ai toujours adoré les enfants. Je me suis beaucoup occupée de mes petits frères quand j'étais plus petite, plus jeune. Donc j'ai quand même des idées assez tranchées sur l'éducation. Je sais à peu près où je vais, l'air de rien, même si j'imagine bien que entre s'occuper de ses petits frères et s'occuper de son propre bébé, il n'y a évidemment rien à voir. Mais comment je fais la différence entre un conseil et une croyance? C'est très simple, je me demande ce que j'en pense moi. Je fais appel à mon sens critique tout simplement. Typiquement, il y a trop de conseils en mode oh là là, les femmes enceintes ne doivent dormir que sur le côté gauche. Alors effectivement, physiologiquement parlant, il est conseillé de plutôt dormir sur le côté gauche, mais t'inquiète pas que je vais pas m'éclater l'épaule et la hanche gauche à dormir tous les soirs non-stop sur le côté gauche, tu vois. C'est ce qu'on appelle le sens critique. Tu reçois un conseil, tu y réfléchis, tu te demandes ce que tu en penses et tu choisis ou non de l'appliquer en fonction de ce que tu peux et de
tes besoins et de ce que tu penses. Donc voilà, pour moi c'est ça, simplement, le sens critique. Pareil, tu vois, j'ai reçu un conseil d'une voisine, ça m'a trop vénère, qui me disait: ah non mais surtout ne faites pas de différence entre votre chien et votre bébé, hein. C'est très important parce que votre chien risque de mal le prendre et risque d'être agressif avec votre bébé. Mais j'étais là, ok, alors déjà ça m'avait vraiment gonflé parce que je lui avais vraiment pas demandé son avis quoi. Elle a vu que j'étais enceinte et bam, elle m'a inondée avec son histoire interminable et ce conseil là. Et en fait, très simplement, pour ce conseil précis, je me dis mais en fait déjà évidemment que la différence est obvious entre ton chien et ton bébé. J'adore Booba, hein, j'adore mon chien, mais je pense que je préférerais un tout petit peu mon bébé quand même. Et c'est une question de bon sens en fait. Les gens s'imaginent que t'es un peu débile et se sentent obligés de te dire des trucs. Évidemment que je vais pas abandonner mon chien parce que j'ai un bébé, tu vois. Évidemment que je vais continuer à promener mon chien et à m'en occuper comme il le faut. Parallèlement, si, bien entendu, je vais faire une différence entre mon bébé et mon chien, tout simplement parce que mon bébé sera évidemment plus important que mon chien, c'est sûr et certain. Donc voilà, très simplement, fais appel à ton sens critique. Tu es capable d'avoir un avis sur les choses, tu es capable de choisir d'appliquer ou non tel ou tel conseil parce que tu y crois, parce que tu en as envie, ou parce que tu n'y crois pas et que tu n'en as pas envie. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, vraiment. Et il faut pas hésiter à avoir l'aplomb et le caractère nécessaire pour dire à quelqu'un: écoute, ton conseil, je m'en fous, ou alors je te l'ai pas demandé, ou alors tu m'en parleras plus tard parce que là j'ai juste pas envie, et y réfléchir, se faire confiance et se dire que oui, on est capable de choisir si oui ou non on a envie d'appliquer tel ou tel conseil. Alright? Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote spécial baby. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit, ça prend moins d'1 seconde et ça me fera vraiment super plaisir, donc n'hésite pas. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire, soit par message privé, soit dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de grossesse, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu as envie et ou besoin de beaucoup parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, j'adore chercher des solutions à vos problèmes, donc tu n'hésites pas, tu ne me déranges pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, hein, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.